sur leur groupe de WhatsApp. Alors pour nous, c'est très important ces listes-là. Ces listes vont servir à savoir qui est où. Qui est où. C'est-à-dire, la personne, il s'appelle comment, il est dans quel département. Et en ce moment-là, on les oriente vers le collectif qui est organisé dans le département. S'il n'y a pas de collectif organisé dans le département, donc nous allons aider ce groupe à créer son propre collectif de sans-papiers. Parce que moi, je pense que c'est mieux de rejoindre un groupe que de créer son collectif. Ça a mis du temps à se mettre en place, le temps que ces collectifs se structurent, c'est très, très compliqué. Mais s'il y a un collectif qui est formé dans le département, donc ça faciliterait le groupe de rejoindre ce collectif-là. Mais s'il n'y en a pas dans le département, le but, c'est d'aider ces personnes-là. Alors, vous avez remarqué que la manifestation du 30 ou du 20, il y a beaucoup de subsahariens. Beaucoup de subsahariens, pour ne pas dire beaucoup de noirs. Et ces gens-là, ils sont 3000 personnes sur un groupe WhatsApp. Moi, je leur ai demandé, je ne prends pas de liste. Mais essayez de refaire votre groupe en fonction du département. Il y a 8 départements, 75 premiers départements, groupe numéro 1, 77 groupe numéro 2, 78 groupe numéro 3, 91 4, 92 5, 93 6, 94 7 et 95 8. 8 groupes. À chaque département, un groupe. Si dans le département où il y a beaucoup plus de sans-papiers, vous faites groupe 1A, groupe 1B, groupe 1C. Une fois que ce travail-là est fini, nous, on vous donnera le contact du collectif qui existe dans ce département. Par exemple, nous, on est dans le 75, il y a aussi le 20e, il y a d'autres collectifs. Donc, ils sont libres de rejoindre le 20e ou la CSP 75. Il y a la coordination 93, ils sont libres de rejoindre la coordination 93 ou la coordination de Montreuil. Il y a la coordination 92, les personnes peuvent rejoindre cette coordination-là. Ainsi de suite. Mais dans le 77, dans le 78, dans le 91, aujourd'hui, il n'y a pas de coordination. Donc ces gens-là ont besoin de nous pour les aider à s'organiser. Voilà pourquoi c'est important, les listes qui ont été faites dans cette manifestation du 30 mai et du 20 juin. Mais ces listes n'ont pas vocation à déposer où vous allez déposer. Le ministre n'a rien dit, le gouvernement n'a rien dit, le président n'a rien dit. Donc vous pensez que déposer ces listes-là dans une préfecture, ça va marcher? Mais non. Okay? En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, la coordination 75 des sans-papiers, soit le 30 mai ou le 20 juin, nous n'avons pas fait de liste. Les nouveaux qui sont venus, qui sont dans aucun collectif qui habite à Paris, on les a recensés. OK? Voilà, donc je pense que sur ce point-là, c'est clair. Et aujourd'hui, la marche de solidarité est une plateforme qui nous aide à nous organiser. Parce qu'il y a des outils importants là-dessus, de communication, de lieux de réunion, de rassemblement, des idées fortes pour essayer de faire des choses ensemble. Grâce à cette marche de solidarité, on a réussi à faire depuis 4 ans maintenant, le 18 décembre, la journée mondiale des migrations. Et le 21, des fois ça tombe le 21, des fois le 15, j'en sais rien, mais marche, c'est aussi les violences policières et les familles victimes de violences policières. Donc la plateforme de la marche de solidarité au départ était composée de 3 pôles. Il y a les pôles collectifs des sans-papiers, il y a les foyers et ensuite les familles victimes de violences policières. Ensuite, il y a beaucoup de soutiens qui sont arrivés, d'autres associations, d'autres syndicats. Et c'est un lieu vraiment idéal pour s'exprimer. C'est un lieu aujourd'hui qui arrive à fédérer, en tout cas, le maximum de gens. Donc c'est le seul endroit aujourd'hui où on peut se retrouver, être ensemble et pour travailler dans le sens de la mobilisation la plus large possible. Sans ça, on n'arrivera pas à obtenir une régularisation massive des sans-papiers en France. OK? Donc moi je m'arrête là, je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut rajouter, mais c'est important quand même de souligner ça.
que la manifestation du 30 mai et la manifestation du 20 juin était une réussite totale, mais ces gens-là, il ne faut pas qu'on les perde. Et comment les garder s'il n'y a pas de liste? Non, il faut avoir des listes pour qu'on puisse aller vers ces gens-là, pour les aider à s'organiser. Et il faut aussi aller dans les 25 villes de France qui ont organisé des manifestations à la dernière manifestation du 20 juin. Il y a 25 villes qui ont manifesté. Ce n'est plus Paris, hein, l'île de France, mais 25 autres villes. Donc il faut qu'on y travaille ensemble. D'où l'importance de cet acte 3 que nous sommes en train de dessiner. Il faudra qu'on essaie d'échanger avec tous ces gens-là pour faire en sorte que, à la rentrée, la date qui sera choisie, en tout cas, permettra à toutes ces villes-là de converger à Paris et demander la régularisation globale de tous les sans-papiers, sans exception et sans condition. Ouais, bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas être très long. Moi, c'est Gabriel. Donc, je suis un soutien du collectif des sans-papiers de Montreuil qui s'est créé nouvellement après la manifestation du 30 mai, justement, et qui avait pour but de construire la manifestation du 20 juin et qui a pour but de continuer à organiser, à devenir une plateforme d'organisation pour les sans-papiers localement. Moi, je ne vais pas forcément parler des listes, mais je vais parler du combat, de la lutte dans laquelle on est, dans laquelle on s'est inscrite, la lutte pour les papiers, qui est en fait une lutte contre les frontières, qui crée les sans-papiers, en fait. Hein, c'est bien parce que y a des États-nations avec des frontières bien déterminées et qu'il y a des gens qu'on considère que l'extrême droite et les racistes en tout genre appellent des clandestins, des illégaux ou autres. Évidemment, personne n'est illégal, hein. Mais j'aimerais revenir sur... Je ne vais pas revenir sur l'histoire des listes, justement, mais dire un peu... Notre stratégie, c'est de construire un rapport de force d'ensemble de notre mouvement, des Français, des Françaises, des sans-papiers, de tous ceux et celles qui se retrouvent derrière ce combat contre l'État. Contre l'État, parce qu'il faut bien comprendre que l'État français, c'est un État raciste. C'est le gouvernement Macron, on est un exemple par excellence. Depuis son élection en 2017, une des premières choses qu'il a faites, c'est la loi Collomb. La loi Collomb, c'est une loi qu'on ne peut pas appeler autrement qu'une loi raciste qui a durci les conditions de vie des sans-papiers en France, qui a rendu plus facile la rétention des sans-papiers dans les centres de rétention, qui facilite les expulsions, Enfin voilà, on est dans un pays aujourd'hui, j'entends beaucoup parler de pays des droits de l'homme, des valeurs de la République, etc., etc. Mais ce pays, la France, est un pays qui enferme des gens de par leur origine, qui enferme des gens, mais qui enferme des adultes et qui enferme des enfants. On peut trouver des bébés enfermés dans des prisons. Alors ils n'appellent pas ça des prisons, ils appellent ça des centres de rétention. La vérité, c'est que c'est des prisons dans lesquelles on enferme des enfants. On a des petites filles, l'année dernière, il y a eu des multiples tentatives de suicide de gamines dans des centres de rétention qui essayent de s'ouvrir les veines tellement la vie est difficile et tellement il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir dans ces conditions-là. Voilà, on pourrait continuer comme ça. Dans ces centres de rétention, parfois on va expulser des gens vers des pays dans lesquels les droits fondamentaux, les droits humains, la Convention internationale de Genève ou autres ne sont absolument pas respectés. L'État français a laissé venir dans les centres de rétention des membres des services secrets soudanais, par exemple, avant la révolution soudanaise, et alors qu'Omar al-Bashir, un criminel de guerre qui a organisé des génocides au Darfour, et voilà, l'État français a permis aux services de renseignement soudanais de venir dans les centres de rétention français pour trouver les immigrés soudanais afin de les expulser dans leur pays à nouveau. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir d'illusions sur le fait que cette lutte pour les papiers, c'est peut-être la lutte la plus difficile, qui est au croisement de la lutte contre le racisme, qui est au croisement de la lutte contre l'exploitation capitaliste. J'apprends rien à personne, mais aujourd'hui, l'existence des sans-papiers, c'est vraiment un avantage
pour des patrons voyous qui exploitent parfois des gens qui peuvent travailler une semaine pour 40 €. Parfois, on a des gamins, des gens qui ne sont pas considérés comme majeurs, qui sont pas considérés comme mineurs alors qu'ils sont mineurs et qui vont se faire exploiter une journée de travail de 10 heures pour 40 €, encore une fois. Et tout ça, le gouvernement français, il en est bien conscient. Si on prend la lutte des Chronopost, donc Chronopost, c'est une filiale de la Poste dans laquelle l'actionnaire majoritaire, c'est l'État français. Et donc Chronopost avait des, comment on appelle ça, des sous-traitants, voilà, des sous-traitants qui embauchaient majoritairement des sans-papiers. Donc l'État français employait directement des sans-papiers dans ces entreprises. Et ça, en fait, c'est un avantage pour les employeurs. Ça permet de payer les gens moins cher, ça permet de sacrifier leurs droits syndicaux, leurs droits humains, ça permet de les faire travailler plus dur, plus longtemps, avec moins de repos, avec moins de vacances, etc., etc., etc. Aujourd'hui, depuis les années 70, en France, on vit dans une période de chômage structurel de masse. Mais ce chômage, il est organisé. Soi-disant, il n'y aura pas assez de travail pour tout le monde. Et dans ces conditions, évidemment, c'est hyper avantageux d'avoir des gens qui sont capables, qui veulent bien accepter de travailler pour moins cher, enfin voilà, tout ce que j'ai dit auparavant. Donc je ne vais pas continuer longtemps là-dessus, mais c'était juste pour dire que cette lutte, elle est très difficile. Elle est très difficile et c'est un marathon. C'est un marathon, c'est pas une course. C'est pas une course de vitesse. On a fait 2 manifestations qui étaient magnifiques, qui étaient historiques. La manifestation du 20, c'était une manifestation historique. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais Sissoko, qui était là avant moi, qui lutte depuis des dizaines d'années sur le sujet, il nous le dit. C'est pas du jamais vu, mais c'est peut-être la 2e ou la 3e plus grosse et déterminée manifestation qu'il y a eu sur la question de la lutte pour les papiers. Malheureusement, malgré que ce fût historique, ça ne suffit pas. Il n'y a personne aujourd'hui au gouvernement qui est en train de réfléchir à un plan de régularisation des sans-papiers. Pour cela, il va falloir être encore plus fort, être encore plus nombreux, encore plus déterminés, et il va falloir convaincre. Il faut convaincre les Français et les Françaises, il faut convaincre les médias de s'intéresser à notre combat, il faut convaincre les députés. C'est bien, on a vu plus d'une centaine de députés qui demandaient la régularisation, mais à eux tout seuls, ils ne l'obtiendront jamais. Même si au plus profond d'eux-mêmes, ils le veulent, c'est pas ça qui compte. Le problème, c'est qu'on vit dans un système dans lequel c'est trop avantageux. Même si Macron, personnellement, au plus profond de lui-même, il voulait régulariser les sans-papiers, il ne le ferait pas parce qu'il subit des pressions diplomatiques, enfin géodiplomatiques, économique, politique, etc. Il veut se faire réélire. Il a peur que régulariser les sans-papiers, ça puisse donner plus de voix au Front National. Et puis surtout, il y a beaucoup trop de ses copains patrons qui profitent et qui exploitent les sans-papiers. Donc voilà, il n'y a pas de... Aujourd'hui, ce à quoi on doit tous et toutes travailler, c'est de continuer à construire un mouvement le plus vaste, le plus nombreux possible, ne surtout pas se diviser, surtout pas en fonction des origines. Alors ça, c'est vraiment ce qui nous fera le plus de mal. C'est si on commence à mettre en concurrence la lutte des sans-papiers maghrébins avec la lutte des sans-papiers asiatiques, avec la lutte des sans-papiers d'Afrique de l'Ouest. Là, c'est vraiment, et je pense que c'est la force de ce cadre et de cette marche des solidarités, c'est qu'on a vu toutes ces origines différentes manifester ensemble dans un but commun. On peut avoir des désaccords, on peut avoir des désaccords stratégiques, on peut avoir des désaccords politiques. On n'a pas tous forcément les mêmes idées politiques. Mais on a un objectif, c'est la régularisation de tous les sans-papiers et l'ouverture des frontières et la liberté de circulation et d'installation. Parce qu'on vit dans un monde où les marchandises, où les flux financiers peuvent traverser la planète en un claquement de doigts, et pourtant les êtres humains ne le peuvent pas. Voilà, donc j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous remercie pour l'attention. Restons unis, restons ensemble, la lutte elle continue. On prépare l'acte 3 de la marche des solidarités pour l'automne. On ne sait pas encore exactement quand et comment on va le faire. En ce moment, on est en train de se mettre en relation avec toutes les villes de France qui ont participé à ces initiatives pour discuter tous ensemble de ce qu'on veut faire. Mais surtout, ça peut paraître éloigné septembre ou octobre. Mais c'est vraiment pour se donner le moyen. Si on était plusieurs dizaines de milliers,
On dit qu'on était 50 000 à Paris le 20, il faut que la prochaine fois, on soit 100 000 ou qu'on soit 150 000. Voilà. Donc, continuons la lutte. La lutte ne s'arrête pas. La lutte continue et c'est ensemble qu'on sera plus fort et plus forte. Merci à tous. Merci à toutes.